international consacré à la mémoire des victimes de la Shoah. Eh bien, avec donc quelques jours de retard, puisque normalement c'est le 27, nous allons démarrer cette soirée qui sera animée par Alain Michel, connu aussi sous le nom de Grillon, comme il l'a indiqué. Et je lui laisse de suite la parole. C'est donc la deuxième session, la deuxième séance de notre cycle qui s'appelle donc Kaléidoscope et pour nous, pour montrer la diversité effectivement de l'éisme à travers évidemment tout le programme que certains tout à l'heure commençaient à regretter d'avoir failli voir cela deux fois. Vous vous rendez compte, vous avez failli voir la publicité pour le programme deux fois, c'était beaucoup, je le sais. Toujours est-il que nous avons un programme important tous les dimanches jusqu'en juillet et on a déjà des conférences qui sont prévues pour la rentrée. Voilà. Donc, je remercie beaucoup. Je cède de suite la parole à Alain Michel. Je rappelle que cette série est un partenariat avec le groupe local des Zéhi en Israël qui s'appelle Israël Ronarad et l'association Amérim d'une part et les Zéhi de France. Donc, je laisse de suite le micro à Alain Michel. Je vous demande de fermer vos micros, s'il vous plaît, sauf si vraiment vous avez quelque chose à dire, mais cela on verra à la fin. Si vous avez des questions, vous connaissez le principe, ou des remarques dans ce qui s'appelle discussion ou chat, vous le notez et à la fin, on pourra poser des questions aux intervenants. Merci beaucoup, bonne soirée. Ok, bonsoir. Donc, l'idée de cette soirée, quand on en a parlé au sein du comité, et surtout avec Jean-Charles, est de réfléchir essentiellement à la fois à la difficulté qu'il y a eu à être témoin et à la nouvelle difficulté qui est vraiment de notre époque, de notre temps, qui est qu'est-ce qu'on va faire alors que bientôt, malheureusement, il n'y aura plus de témoins, il y en a déjà de moins en moins. Alors, comment on peut faire finalement pour, en ce temps d'enfermement, réfléchir quand même à cette idée des témoins. Donc, j'ai proposé de faire en fait trois parties dans le temps qui vient. La première partie, c'est très rapidement rappeler comment finalement le témoignage est devenu quelque chose d'essentiel et de central dans le souvenir de la mémoire de la Shoah. Ensuite, on va avoir, comment dire, un premier témoin, mais qui est justement l'exemple de quelqu'un qui n'est plus parmi nous, qui est Noar Kliger. Donc, j'ai pris quelques extraits d'un témoignage qu'il avait fait en 2009 à Bordeaux. Et donc, en réfléchissant un tout petit peu au message que Noar essaye déjà de faire passer à l'époque sur ce que doit être le témoignage et comment finalement on doit réfléchir par rapport à ça. Et en troisième partie, on a notre invité, je vais dire niçois spécial, même si c'est provisoire, donc le rabbin Daniel Fari, ce que je présenterai pour ceux qui ne le connaissent pas plus longuement tout à l'heure. Alors, là, si en vraiment 2-3 minutes, je vais essayer de rappeler comment c'est forgé cette culture, j'allais dire, du témoin au sein du peuple juif, mais également au-delà du peuple juif, on peut en gros distinguer, à mon avis, 4 périodes. La première période, qui est très connue par tout le monde, c'est une période dans laquelle les témoins ont été des gens un peu dérangeants. Parfois pour des questions diverses. Je vais prendre 2 exemples. L'exemple de la France, où bien sûr on accueille notamment les déportés qui ont survécu et qui reviennent en France, etc. Mais
on n'est pas tellement prêt à entendre leur histoire. Si je prends juste un exemple parmi d'autres, donc mon beau-père, quand il rentre d'Auschwitz, qu'il essaye un peu de raconter ce qu'il a vécu, la réponse qu'on lui fait en général est: ah bien, oui, oui, nous aussi, nous avons beaucoup souffert. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un manque de compréhension de ce qui s'est passé vraiment pendant la Shoah, en tout cas pour les gens qui ont été déportés, mais également une espèce un manque de compréhension sur ce qu'est la Shoah elle-même. Par exemple, on sait très bien qu'on en reparlera peut-être avec Emmanuel Paris, qu'on a passé totalement sous silence après la guerre tout ce qu'ont vécu les enfants qui ont été cachés. Bien sûr, on les a pris en charge, etc., mais ils devaient se réintégrer à la société et non pas l'inverse. En Israël, c'était quelque chose qui était un peu différent, c'était la confrontation entre ce qu'on appelait le nouveau juif, le juif israélien, qui avait fait la guerre, avait créé ensuite l'État, etc. Et face à ça, donc, ces pauvres gens qui arrivaient, qui n'ont pas été capables de se défendre, qui ont été comme des moutons à l'abattoir. Et donc, là aussi, il y a eu un refus du témoin pendant un certain nombre de temps. Juste peut-être, mais je n'ai pas le temps de lire toute la citation, mais j'ai une citation là de Ariel Sharon lorsqu'il a inauguré, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, le monument pour ce qu'on appelle le Netzer Acharon, c'est-à-dire le dernier de la famille, celui qui est arrivé en Israël alors que toute sa famille a disparu, et puis lui aussi est tombé dans les combats de la guerre d'indépendance. Et voilà ce que dit Sharon. Il parle des gens du Gahal, c'est-à-dire les gens qui avaient été recrutés dans les camps de personnes déplacées pour participer donc à la guerre de 48. Ceux-là étaient les gens du Gahal, qu'on appelait parfois Gahaletzim, avec un rien de mépris. Nos chants n'étaient pas les leurs. Autour du feu, on ne parlait pas d'eux. Ils n'étaient pas un modèle à imiter. À la maison, personne ne les attendait pour partager avec eux leurs expériences, car ils n'avaient pas de maison. Des gens d'un autre monde avec des expériences que nous n'avions pas vécues. Allô? Nomi? Ok. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, là, apparemment. Bien. Alors, la deuxième période, là aussi, c'est quelque chose de connu, c'est cette espèce de renversement qui se fait au moment du procès Eichmann, notamment parce que la volonté du procureur général du procès était de mettre véritablement les témoins au centre, et ça a été, je pense, un choc pour toute une génération, à la fois à travers le monde, mais également plus particulièrement parmi les Israéliens. Mais je pense qu'il faut comprendre que c'est vrai que le procès Eichmann a permis que les témoins soient réintégrés tels qu'ils étaient, avec leurs histoires, à l'intérieur de la société, sans que pour cela, malgré tout, ils soient vraiment mis au centre de ce qui se passait. Et quand on regarde d'ailleurs ce qui se passe encore à l'époque, dans les années 60-70, dans la plupart des établissements scolaires en Israël, le jour de Yom HaShoah, ce qui est toujours au centre, comme dans les années 50, c'est le combat, le ghetto de Varsovie, etc. Et même si les témoins potentiels sont tolérés, en fait, en réalité, ils n'existent pas complètement. Et ce qui va vraiment changer les choses, c'est dans les années 80, lorsque tout d'un coup, la place de la Shoah devient quelque chose de tout à fait différent. En France, il y a bien sûr le film de Claude Lanzmann en 1985 qui va vraiment créer un choc, et en Europe ensuite, donc qui fait que le témoin est finalement celui qui est indispensable pour qu'on puisse savoir et comprendre ce qui s'est passé.
Et puis en Israël, où jusque-là, par exemple, dans les programmes scolaires, pratiquement, il n'y a pas de place pour la Shoah, ça a un petit peu commencé au début des années 80, mais le fait de reprendre des relations avec les pays de l'Est et notamment avec la Pologne, et en même temps qu'il y ait cette marche des vivants qui, à partir de 1988, se crée justement en réaction par rapport à quelque chose qui était trop historique. Je vous rappellerai juste, par exemple, que le musée de Yad Vashem de l'époque, donc des années 70-80, était axé essentiellement autour du bourreau. Celui qui était important, c'était le bourreau pour qu'on comprenne comment on devient un bourreau. Mais les victimes étaient extrêmement peu présentes et quand on compare d'ailleurs avec le musée de 2005, on voit que l'approche est absolument complètement différente. Moi, j'ai l'impression aussi, mais c'est plus une impression d'expérience que vraiment quelque chose d'analysé, que ce qui s'est passé aussi dans les années 80, c'est qu'il y a eu de plus en plus de survivants de la Shoah qui sont arrivés à l'âge de la retraite et qui tout d'un coup ont le temps de s'occuper, aussi bien dans leur famille qu'en dehors, de diffuser, de parler de ce qu'ils ont vécu. Et donc, comme en face, c'est aussi une oreille qui est beaucoup plus ouverte, eh bien, ça fait que à partir de la fin des années 80, pour reprendre l'expression d'Annette Vivorka, c'est l'ère du témoin. C'est-à-dire le témoin est au centre, et à la limite d'ailleurs, quand on lit son livre, on a presque l'impression que les historiens sont plus tellement importants. Ce qu'ils ont à faire, les historiens, c'est à répercuter ce que les témoins disent. Et puis, à partir, je dirais, en gros 2010, c'est là qu'il y a une nouvelle période qui intervient avec le fait que les témoins qu'on avait l'habitude d'inviter, qu'on avait l'habitude d'écouter, de plus en plus commencent à disparaître. Et à ce moment-là, la question sur laquelle on reviendra tout à la fin avec Daniel Fari est de savoir finalement comment on fait pour remplacer ces témoins qui sont en train de disparaître. Voilà, j'en dis pas plus, mais je pense que c'est important comme ça de comprendre que le témoignage n'a pas été quelque chose d'évident et que maintenant, de moins en moins, il va devenir évident puisqu'on va plus avoir de témoins. Et on est vraiment, je pense, à une période charnière extrêmement importante. Très rapidement, je passe à Noir Kliger. Alors, je pense que la plupart des gens connaissent Noir Kliger et peut-être connaissent son livre de mémoire, mais en 3 mots, la vie de Noir Kliger, c'est d'abord un jeune qui se retrouve en Belgique parce que ses parents pensaient que la Belgique ne serait pas envahie par les nazis. Finalement, les circonstances font qu'il est arrêté, envoyé à partir du camp de Malines à Auschwitz, qu'il va survivre à Auschwitz, puis après la marche de la mort à différents camps. Et quand il revient d'Auschwitz, il est devenu sioniste, donc il veut absolument participer à ce combat des mouvements sionistes parce que pour lui, c'est le seul moyen de continuer à exister en tant que juif et surtout à se défendre. Et c'est ce qui va l'amener finalement à être un des membres de l'équipage de l'Exodus. C'est d'ailleurs le seul survivant de la Shoah qui est coopté dans l'équipage, et ça c'est aussi une chose intéressante. Et puis après la guerre d'indépendance, eh bien Noir peu à peu va devenir un journaliste d'abord sportif, puis un journaliste général très important, essentiellement au quotidien Yediot Ahronot. Et quand il est décédé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, il était encore membre de l'équipe de rédaction de Yediot Ahronot, et il était apparemment le journaliste le plus âgé qui exerçait encore son métier. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder maintenant donc à peu près une vingtaine de minutes d'extrait de son témoignage. Ce qu'on ne va pas voir, c'est
le cœur de ce témoignage, qui est le moment où il a été boxeur à Auschwitz, mais ce qui est important, à mon avis, essayer de faire attention peut-être à ce qu'il dit et sur son propre témoignage et sur un certain nombre d'éléments importants. Maestro, le film. Ce livre s'appelle La boxe ou la vie, ce qui me force logiquement à parler de la boxe et de la vie. Mais cette boxe n'est qu'une partie de la vie, de la mienne. Ce que j'essaie de faire dans ce livre, et il n'est pas nouveau, je l'ai écrit en 95, il a été publié en hébreu en 95. Ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de raconter, comme je suis journaliste et non pas écrivain, et ni philosophe, ni psychologue, ni quoi que ce soit, je l'ai fait à travers des récits, plutôt des reportages, des courts reportages, pour rapprocher les lecteurs d'une situation ou d'événements que de toute façon ils ne comprennent pas et ne pourront jamais comprendre. Parce que la Shoah, ce que vous appelez l'Holocauste, ne se comprend pas. Il n'y a pas d'explication. Et ceux qui ont essayé, et essayent toujours, des grands intellectuels, des grands chercheurs, pour tous élaborent des théories. Aucun d'eux pourra expliquer le pourquoi de la Shoah. Personne n'a survécu à Auschwitz rien que parce qu'il voulait survivre, rien que parce qu'il a essayé de se débrouiller, rien que parce qu'il était un peu moins faible ou un peu plus fort que les autres, ou il était plus déterminé ou plus malin. Tout cela ne suffisait pas. Il fallait ça. Quelqu'un a survécu à Auschwitz rien que par la chance, par une série de miracles, parce qu'il fallait des miracles pour survivre à Auschwitz. Nous n'étions pas envoyés à Auschwitz pour survivre, nous étions envoyés à Auschwitz pour y crever, ou bien immédiatement dans les chambres à gaz, ou bien après le travail fait. Et comme je suis journaliste et non pas écrivain, je l'ai dit au début, j'écris des reportages sobres, dans un style que tout le monde, petit ou grand, peut comprendre. Je n'essaie pas de faire dans le pathétisme, je n'essaie pas de me présenter en victime qu'il faut plaindre et qu'il faut pleurer. J'essaie tout juste de raconter ce qui s'est passé. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Personne ne peut expliquer, mais j'essaie de raconter. Et j'ai donc raconté quelques-uns de ces miracles. Et comme justement j'ai dit, ça s'appelle la boxe ou la vie, un des grands miracles, c'était la boxe. Maintenant, vous allez vous demander, avec raison d'ailleurs, que vient faire la boxe dans un camp d'extermination? Eh bien, 3 camps des 42 portaient le nom Auschwitz. Auschwitz I, le camp central qui dirigeait les autres camps. Auschwitz II, Birkenau, un camp immense. Il y avait jusqu'à 250 000 détenus
divisé, le camp est sous-divisé. En camp féminin, il y avait le camp des gitans, j'arriverai encore chez les gitans, et plusieurs camps d'hommes pour des juifs. Et Auschwitz III, Monowitz, à 3 kilomètres d'Auschwitz. Un camp qui avait été construit pour les besoins de l'industrie pétrochimique. Les détenus appelaient ce camp Boula du nom du caoutchouc synthétique qui a été inventé par les Allemands et été fabriqué là-bas. D'ailleurs, il s'appelle... Il existe. Je viens d'arriver. Nous appelions ce Je camp. viens d'arriver. À Le Luxembourg. commandant de ce camp de Monowitz, Auschwitz III, était un officier SS, évidemment, un cinglé de toute manière, un cinglé de la boxe. Il avait décidé que pour son délassement et celui de son équipe, il y avait des centaines d'SS qui travaillaient sous lui, de former une équipe de boxeurs et d'organiser des combats de boxe pour, justement, comme exhibition. Et c'est pourquoi il cherchait des boxeurs dans tous les transports. Quelques-uns de ces officiers arrivaient dans chaque transport et demandaient qui est boxeur. Je suis donc arrivé le 18 janvier 1943, j'avais 16 ans et demi, avec un transport de 900 hommes et 700 femmes à peu près, un transport qui venait du camp de concentration de la caserne d'Ossin à Malines en Belgique. Nous étions des Français, des Belges et des Hollandais, ou des Néerlandais plutôt. Nous sommes arrivés, nous avons appris plus tard qu'il y avait moins 24 quand nous sommes arrivés à Auschwitz, à Auschwitz. Nous avons été séparés, les hommes des femmes. Après un certain moment, 3 officiers SS se sont approchés. L'un d'eux, comme j'ai appris plus tard, c'était un femme Mengele. Il nous dit, vous allez dans un camp qui est à 12 kilomètres d'ici. Et nous n'avons pas assez de camions pour vous transporter tous. Donc ceux qui sont un peu plus âgés, qui sont peut-être malades, qui se sentent mal, ou qui ne sont pas en mesure de faire 12 km à pied, ceux-là vont monter sur les camions et les autres vont faire ça à pied. J'étais avec un copain, avec Izzy Vigoni, un Belge. Nous étions les premiers sur le premier camion. Nous n'avions pas du tout l'intention, dans ce froid atroce, de faire 12 km à pied. Sur la cabine, comme nous étions les premiers, nous avons approché le dos de la cabine du camion. Sur cette cabine, il y avait un jeune soldat SS. D'après son insigne, sur la manche, c'était un volontaire de Yougoslavie, un serbo-croate, ils appelaient ça serbo-croate. Il nous regarde, il nous dit descendez du camion. Évidemment, nous, en feu, on ignore exactement, on n'entend même pas. Alors il recommence. Je vous ai dit de descendre. Ok, monsieur. Et là, il a armé son pistolet mitrailleur, et il a dit vous descendez ou je vous abats. Et là, on a compris. Et en revenant, en sautant du camion, et en revenant vers ceux qui n'avaient pas trouvé de place sur les camions, il me dit, tu vois, les volontaires de l'étranger sont pires que les Allemands eux-mêmes. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire de nous laisser sur le camion pour qu'on ne soit pas forcé de faire ça à la marge des 12 kilomètres. 2 jours plus tard seulement, nous avons compris que ce jeune Yougoslave nous avait sauvé la vie. Ce jeune Yougoslave savait exactement où allaient les camions. Il a dû se dire, ce sont 2 jeunes gars, je vais leur donner une chance. De toute façon, ils ne vont pas s'en tirer, on les a envoyés ici, pas pour survivre, mais qui sait, il y aura peut-être un miracle.
Peut-être qu'ils vont survivre. Il y a eu la moitié d'un miracle. Pour nous deux. La mienne, Easy, pour lui, il n'y avait pas de miracle. Il n'est pas revenu. C'était le premier miracle à mon arrivée à Auschwitz. L'autre, c'était la boxe. Ils avaient besoin de main-d'œuvre, non seulement dans ce camp-là, mais dans d'autres camps encore pour l'industrie. Ils ont décidé d'emmener avec eux les derniers survivants de tous les camps Auschwitz. Nous étions 57 000 à peu près. Eux, les Allemands, se retiraient. Ils étaient à cheval, dans des attelages, dans des voitures et à bicyclette. Et nous, on nous faisait marcher à un rythme que personne ne pouvait tenir, parce que les Allemands n'avaient aucune ambition de rencontrer les gens. En d'autres termes, ils nous fuyaient. Et comme nous n'avons pas pu suivre le rythme imposé, ceux qui ne suivaient pas, les Allemands les abattaient. Les routes de la Haute-Silésie, après de l'Allemagne, étaient jonchées de cadavres, de détenus qui ne suivaient pas le rythme, abattus ou qui se couchaient d'eux-mêmes et crevaient. Complètement exténués, nous n'avons rien reçu à manger depuis la marche, depuis le début de la marche, parce que le ravitaillement, ce que nous avons reçu, nous avons immédiatement avalé. Donc nous avons marché 4 jours, 5 jours, il y en a qui ont marché pendant 3 semaines aussi, et même pendant 4 semaines, jusqu'à Groß-Rosen. Les Français, les francophones, avaient décidé de marcher ensemble pour pouvoir s'entraider. Après 4 jours, nous avons reçu la première occasion de nous reposer dans un des camps qui avait déjà été évacué, le camp de Gleiwitz, sur la frontière allemande. Et pendant quelques heures, il nous a donné ordre de nous regrouper sur la route pour continuer la marche. Il faut encore que je précise que les Allemands nous faisaient marcher en formation militaire. Des rangées de 5, 20 rangées, 100, après encore une centaine, comme si nous étions des soldats. Et nous nous sommes regroupés sur la route en formation, et Jung n'était pas là. Et alors, on s'est demandé où est Jung. Il y a un de nous qui a dit, je crois que je l'ai vu courir à l'intérieur du camp quand ils nous ont fait lever. Et effectivement, nous l'avons vu arriver du camp, et à 30 mètres à peu près, il traînait un grand sac. Le sac était presque aussi grand que lui. Et de loin, il nous crie, les copains, j'ai trouvé du pain, il y en a pour tout le monde. Il voulait se joindre à nous. Nous étions donc sur un départemental, des fossés de 2 côtés, et un soldat SS tous les 30-40 mètres. Et ce soldat SS, donc des gardes, lui dit non, tu ne vas pas rejoindre, parce que ils sont déjà en formation et tu vas me semer la pagaille, je ne veux pas que tu viennes. Tu vas attendre ici, chez moi, et tu vas te joindre à la dernière colonne de cette marche. Mais Jung Pérez voulait venir chez nous d'abord, il voulait être avec les copains, ensuite il avait le pain pour les copains. Il a essayé de discuter avec les quelques mots qu'il avait appris en allemand, camarades, etc. Mais le soldat lui a dit non, rien du tout, tu restes là. Il lui a tourné le dos. Maintenant, Jung était derrière ce soldat de la SS. Il a dû se dire, qu'est-ce qu'il va me faire? Il a sauté au-dessus de ce fossé, il s'est approché de nous, tout sourire, du pain, il a dit du pain. Maintenant, il tournait le dos à ce soldat SS. Nous, on lui faisait face. Donc, il n'a pas vu ce qui s'est passé derrière. Ce soldat en avait marre. Il a armé son pistolet mitrailleur, il a descendu. Et quelques minutes plus tard, nous avons reçu l'ordre de continuer la marche. Nous avons laissé, à l'aube du 22 janvier 1945, sur une route départementale près de Gleiwitz, sur la frontière polonaise-allemande, Jung Pérez, un champion du monde.
Jung Pérez n'avait pas besoin de mourir ce jour-là. S'il était resté avec nous, s'il n'était pas allé chercher la nourriture pour les copains et trouver du pain pour les copains, il s'en serait peut-être tiré. Moi, je m'en suis tiré. Un autre des sportifs qui était avec nous, des Français, un très grand nageur, Alfred Artem Nakache, de Toulouse, du TUEC, un champion non seulement de France, un champion recordman du monde de natation. Il s'en est tiré. Il est mort en nageant à propos, dans les années 80 à 64 ans. Peut-être que Jung Pérez s'en serait tiré, comme nous, il aurait vécu encore pendant 20, 30, 40 ans. Facile même. Mais non, sa devise, il faut aider. Il faut s'occuper des autres et des copains. Là, au fond, forcer à faire ce qu'il a fait. Chercher à aider. Et c'est ça qu'il fait pour nous. Et je dis toujours que c'était un petit, 1m56, 57. Mais c'était un géant, un des grands géants que j'ai jamais rencontré. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi dédié le livre à Victor Jung Pérez. À l'INS, la salle de boxe où s'entraînent les boxeurs des équipes françaises pour les Jeux Olympiques et les championnats du monde ou d'Europe, porte le nom de Jung Pérez. Et là, il m'est arrivé, j'étais à Paris le jour où ce nom a été donné à cette salle. Et France 2 a fait un reportage avec moi, il m'amène dans la salle, à l'INS, et je raconte un peu l'histoire, et on me filme comme je regarde l'entraînement de l'équipe de France qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Et on leur avait dit qui je suis, on leur avait dit il a boxé contre Jung Pérez. Ce qui est vrai, j'ai boxé contre Jung Pérez, qui m'a d'ailleurs battu. Mais dans quelles circonstances j'ai boxé contre Jung Pérez? Et pourquoi je ris? Parce qu'après leur entraînement, quelques-uns de ces boxeurs sont venus me demander ce que je pensais de leur chance aux Jeux Olympiques. Moi, un expert de boxe, ils m'ont demandé, tu nous as vu boxer, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour gagner aux Jeux? Et moi, évidemment, sollicité, j'ai fait celui qui comprend beaucoup à la boxe. J'ai fait 22, 23 combats, je les ai tous perdus. Non, j'ai fait 2 matchs nuls quand même. Et je leur ai dit, je crois que tu devrais améliorer ça. Alors il a dit, oui, je crois aussi, il m'a dit. Je vais dire à l'entraîneur que je devrais. C'était vraiment un moment extrêmement intéressant pour moi. On me prenait pour un expert. J'ai boxé contre Jung Pérez, après tout. D'ailleurs, ils ne se sont pas demandé comment il a boxé contre Jung Pérez. C'était beaucoup plus grand que Jung Pérez. Je ne suis pas grand non plus, mais j'avais quand même dit 11 cm de plus que lui. Et j'étais beaucoup plus fort que Jung Pérez. J'ai été élu en 1990 dans le Panthéon Hall of Fame, ils appellent ça les Américains, du sport juif mondial. Je suis là-bas en compagnie de quelques-uns des plus grands sportifs de l'histoire, d'un Mark Spitz par exemple, de nageur, d'un des plus grands joueurs de baseball de l'histoire, Sandy Koufax, des grands boxeurs comme Max Baer, Barney Ross, Benny Leonhardt. Il y a eu à propos 35 champions du monde juif, dont beaucoup de Français, y compris Alphonse Salimi et Robert Cohen. Des joueurs de football, des joueurs de tennis, Dick Savitt, Harold Salomon, des grandes gloires de tennis, des joueurs de basket, Alfred Scheis, Neil Walk, de la NBA, des grandes vedettes de la NBA, et moi, Noah Kliger. Même pas un sportif. Mais j'ai été élu comme représentant, comme symbole de l'équipe des boxeurs d'Auschwitz. Et je suis extrêmement fier, pour moi et pour eux. Nous sommes revenus, je vous ai dit 4. Les 4 ne sont plus là.
Les trois sont plus là. Le dernier, c'est moi. Et pour vous, j'ai un seul message. D'abord, je voudrais dire que je suis très très content de pouvoir vous parler pour la simple raison que vous êtes des enseignants et vous allez pouvoir raconter toujours que vous avez vu un rescapé d'Auschwitz. Vous n'avez pas lu un livre, vous n'avez pas vu un film, ni un DVD, ni une vidéo. Non. On ne vous a pas raconté l'histoire de quelqu'un. Non, le quelqu'un vous a raconté son histoire. Je suis un des derniers survivants. Il ne faut pas oublier. 63 ans se sont passés depuis la libération des camps. Moi, j'étais jeune. Ceux qui avaient 30 ou 40 ans ne vivent plus. Nous sommes aujourd'hui dans le monde, à propos, sur 1,5 million à peu près de Juifs qui sont passés par Auschwitz, moins de 50 000 sont revenus. Nous sommes peut-être dans le monde aujourd'hui dans les 3-4 000 en tout. En Israël, il y a peut-être 300-400. Ceux qui portent le tatouage, donc ceux qui sont passés par Auschwitz. Ça, c'est un côté. L'autre côté, je suis content de vous avoir parlé parce que, justement, vous aurez affaire à des jeunes qui ne connaissent rien à cette histoire. Et vous aurez l'occasion, j'espère de toute façon, de leur parler aussi un peu de ce qui est arrivé. Cette fois-ci, c'est arrivé à l'époque au peuple juif. Mais il faut prendre ça comme exemple pour que ça n'arrive pas à d'autres peuples ou d'autres populations. Donc c'est pourquoi je suis très content d'être avec vous, de vous raconter plus ou moins dans les grandes lignes ce qui s'est passé pour vous aider à comprendre et pour vous aider à expliquer aux autres ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus. Je vous remercie de votre attention. Ok. Moi, ça m'est toujours un peu difficile de parler après Noir, mais enfin, on va quand même le faire. Comme je voudrais qu'on passe quand même assez rapidement à notre invité, je voudrais juste comme ça lancer quelques idées que moi j'ai essayé de retenir de cette conférence et qui étaient des choses qui revenaient assez souvent. J'ai quand même dû assister à peu près 50 conférences de Noir, donc je connaissais un peu, et il pouvait parler pendant 2h30 ou pendant, comme il a fait ce jour-là, 3/4 d'heure. C'était toujours extrêmement bien construit. La première chose que moi, en tout cas, j'ai retenu, c'est d'éviter le pathos. Parce qu'un des problèmes qui peut se passer soit avec les témoins, soit avec ceux qui vont parler dans le futur des témoins, c'est justement de ne rester que sur une espèce de niveau sentimental ou autre, qui est important, bien entendu, mais qui n'est pas tout. Et le reste est également extrêmement important, et le fait que Noach était journaliste explique sans doute comment il arrivait à faire ça. Et il faut aussi parler aux gens dans leur langage. Alors juste le même jour, ça c'était l'après-midi vers 5 heures, mais on est arrivé en fait à Bordeaux à midi, et de la gare directement, on nous a amenés dans un lycée de banlieue. On nous a dit, ouais, il y a une classe qui vous attend. Noach n'était pas content parce qu'il était crevé, mais enfin, quand on lui demandait de témoigner, il disait jamais non. Donc, nous, on a pensé qu'on allait rencontrer 30 jeunes. Et on arrive dans un amphithéâtre où il y avait à peu près 600 jeunes, dont au moins 500 de ce qu'on appelle les jeunes de l'immigration en France. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que de la même façon qu'il s'est adapté aux enseignants l'après-midi, il s'est tellement adapté aux jeunes quand il a parlé, etc., y compris quand il leur a parlé d'ailleurs de l'État d'Israël et que lui était sioniste, etc., que les jeunes ne voulaient plus le lâcher. C'est-à-dire que cette idée que le témoin doit être quelqu'un qui sait se mettre en symbiose avec ceux qui l'écoutent me paraît quelque chose de très important. Je pense qu'il est aussi important de montrer que dans la Shoah, il y a aussi
la vie et il n'y a pas que la mort, c'est-à-dire une chose que, à mon avis, à Yad Vashem, ils ont très bien réussi, et qu'il y a une continuité de l'humanité et qu'il faut en parler. Alors bien sûr, on a toujours l'exemple des justes des nations, mais il y a également ce qu'ont vécu les gens, il y a également les témoins, les gens qui n'ont rien fait, etc. Ça fait partie de l'humanité. Et puis, on a le problème que pose Noir déjà il y a 13 ans. C'est-à-dire que comment on va faire maintenant pour transmettre quelque chose, et nous, on est seulement ceux qui ont entendu, ceux qui ont vu, mais on n'a pas vu. Nous sommes presque tous maintenant nés après la guerre, et donc qu'est-ce que ça veut dire cette idée de continuer le témoignage, même, et c'est important je pense, mais même après donc la fin des derniers témoins. Et la dernière chose qui peut-être est aussi la plus importante, c'est que témoigner de la Shoah pour Noir, c'était aussi témoigner pour l'humanité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé de manière spécifique au peuple juif, mais ça fait partie de l'histoire de l'humanité et ça fait partie des conclusions que l'humanité doit être capable de retirer. Donc, très rapidement, quelques idées comme ça, mais qui peuvent nous aider peut-être à aller au-delà. Alors, venons-en maintenant tout de suite à notre invité, Daniel Farhi. Je ne vais pas raconter toute sa longue carrière, mais enfin, il est né en 1941 dans une famille d'origine turque, et puis donc il est enfant caché, et il va nous en parler un tout petit peu. Il a étudié à Paris au séminaire d'études libérales qui existait à l'époque, et il est devenu donc en 1966 rabbin libéral. Il a d'abord été à la synagogue de Copernic, et ensuite il a fait partie des fondateurs du MJLF, que je pense presque tout le monde connaît. Il est depuis 1975 extrêmement proche des Klarsfeld. Il a participé à beaucoup d'actions avec eux, et c'est aussi pour ça que on lui a proposé de participer à cette émission. C'est qu'il est celui qui en 1990 a créé en France le Yom HaShoah, c'est-à-dire a transporté d'Israël en France l'idée du Yom HaShoah, et donc il nous en parlera. Mais peut-être, Daniel, si tu es d'accord, on va te demander très rapidement, en quelques minutes, de nous raconter cette expérience d'enfant caché avec donc ce qui s'est passé avec ta famille. Oui, mais comme tu l'as rappelé tout à l'heure, mes parents étaient de Turquie et ils avaient immigré en France dans les années 20 et dans les années 30. Il y avait une grosse différence d'âge entre eux. Et ils ont eu deux enfants avant la guerre, deux sœurs aînées à moi qui sont nées en 33 et en 35. Et moi-même, je suis né en 41 et ma jeune sœur est née en 43. Et puis, après la guerre, il y a eu un cinquième enfant. Pendant la période de la guerre, mes parents étaient à Paris. De temps en temps, on en a discuté et je crois qu'ils n'ont pas été vraiment conscients de ce qui se passait. Enfin, évidemment, la chasse aux Juifs, ça, ils étaient bien placés pour le savoir, mais l'histoire des camps d'extermination, etc., ils ne l'ont pas vraiment su en temps réel, bien que une sœur de mon père était arrêtée avec son mari et déportée sans retour à Auschwitz. Donc, le problème de mes parents pendant la guerre, c'était que pour se cacher, ils avaient deux petits bébés, c'était très difficile, c'était même impossible. Mes deux sœurs avaient été placées chez des paysans dans Lyon, et donc, mais ils ont entendu parler d'une famille protestante à Besançon, dont les 4 enfants d'ailleurs étaient engagés dans la résistance, et qui peut-être pourraient nous recueillir, nous cacher là où ils étaient. Et ils nous ont donc remis à une personne étrangère. C'était à la grâce de Dieu. Et
qui nous a donc emmenés. Ils ne nous ont pas revus, évidemment, avant la fin de la guerre, puisqu'ils ne pouvaient pas circuler. Mais nous avons été là-bas accueillis, choyés par des justes des nations, Georges et Juliette Allenbach. Et après la guerre, on a maintenu avec eux des rapports qui ont perduré jusqu'à la mort des uns et des autres et qui perdurent encore avec leurs petits-enfants. Voilà, en gros, ça a été ça. J'ai appris par la suite, assez récemment d'ailleurs, que le gouvernement turc avait proposé de rapatrier en Turquie les Juifs parce qu'ils ne pouvaient plus les protéger à partir des années 43, mais certains membres de ma famille, effectivement, sont retournés en Turquie dans ces fameux trains qui ont traversé toute l'Europe nazie. C'est quelque chose d'assez... bon, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais incroyable. Et donc, mes parents ont pu se cacher jusqu'à la fin de la guerre chez un oncle, pas vraiment dans le meilleur quartier pour ça, c'était vers le Faubourg Saint-Antoine. Mon oncle était ébéniste dans le 11e, donc, mais n'empêche qu'ils ont été cachés chez lui et à la Libération. Après la Libération, nous avons pu les retrouver. Donc, mon expérience est une expérience douloureuse parce que séparé très jeune de mes parents, de ma famille, mais en même temps, et en comparaison de ce qui s'est produit pour d'autres, une expérience très humaine et très positive finalement. Et par la suite, j'ai toujours senti dans ma carrière de rabbin la nécessité du dialogue entre les juifs et les chrétiens. L'expérience que j'ai tirée de cet homme et cette femme et de leurs autres familles qui étaient tellement tolérants, tellement ouverts. Je me souviens de notre mamie qui s'est réjouie quand elle a appris que j'allais être rabbin, et que moi-même j'ai beaucoup œuvré au rapprochement entre juifs et chrétiens, et probablement à cause de cela. Et quant au Klarsfeld, la chance a fait que je les ai connus très tôt, je crois, en 72 ou 73. J'avais fait venir Beat, à l'époque c'était Beat qui était connu, après sa gifle à Kissinguer, et à la rue Copernic, dont j'étais le rabbin, donc, et elle avait fait une conférence pour les jeunes, et à la fin de sa conférence, moi, tout simplement, je lui ai dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider? Bien, donnez-moi votre nom et votre adresse, on vous contactera. Et effectivement, très peu de temps après, j'ai été contacté pour participer à une action à Cologne, lorsque les Klarsfeld s'en prenaient aux trois principaux responsables de la déportation des Juifs de France, à savoir Lischka, Hagen et Henriksson, qui ont tous été jugés en 1980. Mais on a fait un petit peu les terroristes avec eux. J'ai été en prison en Allemagne. Si je peux me permettre de poser une question. Moi, mon souvenir, je suis arrivé à Paris en 1976, c'est que finalement, il y avait relativement peu de choses qui se faisaient. Il y avait effectivement à l'époque le procès de Cologne, je suis allé assister une journée, mais ce n'était pas quelque chose qui était très central. Et mes premiers souvenirs de Alors, ce qui s'est passé, c'est quand... Et de sa bibliothèque, c'est qu'en général, quand j'allais au mémorial, j'entends mal, il n'y avait là. personne d'autre. Oui. En 1978, Serge Klarsfeld a sorti son premier mémorial de la déportation des Juifs de France. Et pour moi, ça a été une espèce de moteur. De voir ces listes de noms, ces convois, etc. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça ne tombe pas dans l'oubli? Et donc, j'ai été en relation à ce moment-là, je veux lui rendre hommage parce que maintenant il est mort malheureusement, avec le beau-père de Moïse Cohen, qui est président du Consistoire. Et donc, c'était le père de sa femme, il s'appelait Wolf, je crois que c'était Emmanuel Wolf. Il avait une très très belle voix, il était Hazan à la rue de la Victoire. Et quand il a entendu que je me
préoccupé de tout cela. Il m'a mis au courant des différents courriers qu'il avait adressés au grand rabbin de France pour obtenir qu'on fasse quelque chose pour la Shoah. Et puis, le malheureux, il n'a jamais obtenu. Et quand il a vu que moi, je m'étais en route, parce que heureusement, je n'avais pas sa même hiérarchie que lui, je ne dépendais pas du grand rabbin de France, j'ai décidé par moi-même de mettre en route cette lecture des noms des déportés. Il était très heureux, il l'a su, il en a été très heureux. Donc, c'est comme ça que les choses sont nées. En même temps, à cette époque-là, on entendait que des étudiants américains se réunissaient pour commémorer les victimes du Vietnam, justement en lisant des noms de soldats morts au Vietnam. Donc voilà, ça a fait le passage. Mais évidemment, je savais que Yom HaShoah avait été institué en Israël tout à fait au début de la création de l'État d'Israël, que c'était une des premières lois fondamentales de l'État d'Israël, et j'ai inscrit mon action dans les pas d'Israël, évidemment. Mais comment expliquer que ça a pris tellement de temps? Pas tellement pour toi, puisque finalement, les circonstances ont fait que tu as rencontré Bert Karlsson, mais dans l'ensemble, dans la communauté, il faut vraiment attendre le milieu des années 80 pour que tout d'un coup, ça devienne important. Avant ça, il y a les Juifs du RSS, il y a d'autres choses comme ça, mais Alors, bon, alors, juste pour une petite parenthèse, rue Copernic, dont j'étais le rabbin, enfin, j'ai grandi dans la rue Copernic et j'en ai été le rabbin, l'atmosphère ne se portait pas tellement sur une action d'un rabbin dans la rue, etc. J'ai été très, très mal vu par le président de l'époque. Et donc, créer cela tant que j'étais rabbin à Copernic, ça n'a jamais été possible. J'ai créé avec Roger Benaroche et Colette Kessler le MGLF en 1977, et là, les coudées étaient franches. Bon, ça, c'est l'aspect juste de ma communauté. Maintenant, pour le reste de la France, mais je pense que tu l'as très bien dit tout à l'heure en évoquant les différentes étapes de la prise de conscience, du témoignage, etc. Effectivement, jusque dans les années 70, rien ne se faisait. Je me souviens très bien aussi, exactement, je retrouvais dans tes propos mon expérience personnelle, des gens me disant, mais vous savez, nous, pendant la guerre, l'occupation, c'était pas drôle, on avait des carnets de nourriture, des trucs comme ça. Et je disais, mais enfin, il n'y a pas de commune mesure entre les quelques restrictions et les couvre-feux. Tiens, on a un couvre-feu en ce moment, justement, en France. Et puis, ce qui se passait avec la traque des Juifs et leur déportation, leur arrestation et déportation dans des conditions horribles. Donc, je crois que ce que tu as dit, j'y adhère tout à fait. Les gens avaient un peu plus de temps libre, si j'ose dire, parce que c'était des personnes qui arrivaient de la retraite. Il y avait aussi, alors là, je l'ai senti personnellement, une espèce de nécessité de témoigner, de dire les choses, au moins aux générations à venir, puisque la génération de leurs contemporains n'était pas très, très intéressée par leur témoignage, mais au moins pouvoir le transmettre aux générations à venir. Et en ce qui concerne la lecture des noms, évidemment, il y a beaucoup d'actions qui se sont faites autour de la mémoire de la Shoah. En ce qui concerne la lecture des noms, j'ai été stupéfait, vraiment stupéfait des réactions que ça avait causé, des gens venant me voir en larmes en disant c'est la première fois que le nom de nos proches est dit publiquement dans la rue, là où ils ont été arrêtés. En plus, c'était à 2 pas du Veldiv. Les premières lectures que nous avons faites dans les années 90, c'était sur l'emplacement où il y a le monument créé par Walter Spitzer, un très beau monument, et c'est à 200 mètres de l'ancien Veldiv qui a été détruit dans les années 60. On parlait de sportifs tout à l'heure. Pour moi, le Veldiv, c'était les 6 jours de Paris, c'était le cyclisme, j'adorais le Tour de France. Jamais j'ai imaginé un instant ce qui avait pu se passer le 16 juillet 42 là-bas. Donc, cette lecture des noms, ça a été
Ça a eu public et dans la rue, toute la nuit aussi. Ça a été comme une catharsis, ça a créé une espèce de catharsis. Et les gens m'ont voué une très, très grande reconnaissance, ainsi évidemment à Serge Klarsfeld, parce que sans son travail, c'est une chose qu'on ne pouvait pas faire, évidemment. Et inutile de vous dire que Serge Klarsfeld a été tout de suite partant pour ce type de manifestation. Il y a quelques années en Israël, il y a des jeunes qui ont pris l'initiative de se faire tatouer le numéro d'une des victimes d'Auschwitz en disant ben, les gens soit ont disparu, soit les rares témoins sont en train de disparaître, il faut que nous soyons porteurs, et ils sont allés jusqu'au bout quoi, de ce portage en se faisant tatouer. Comment tu réagis à ce type de choses? Mal. Je comprends ce qui a pu dicter cette chose-là, mais je pense que c'est quelque chose de morbide et qui n'est pas forcément de nature, n'a pas forcément une portée pédagogique réelle. Je comprends, parce qu'ils veulent qu'il y ait quelque chose qui perdure, puisque leurs parents, leurs grands-parents ont disparu, et y compris les survivants maintenant. Mais le tatouage, je pense que les Juifs doivent l'oublier pour toujours. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, justement, la mode est beaucoup au tatouage en général, ce qui est une aberration. Mais pour les Juifs, ça ne devrait pas être le cas, parce que marquer des êtres humains pour en faire des espèces de stucs, des morceaux de bois, des pièces, c'est pas possible, même si c'est pour reproduire. Moi, j'ai connu la démarche inverse. J'ai connu plusieurs anciens déportés qui ont essayé de se faire enlever le tatouage par des chirurgiens. Certains l'ont fait, d'autres, le chirurgien leur a dit non, revenez me voir dans quelques mois, réfléchissez, revenez voir. Et ils ont finalement renoncé. Dont d'ailleurs un de mes bons amis, Élie Buzyn, qui est ancien déporté et qui était contre la disparition de ce signe. Pour répondre à ta question, je recommanderais vraiment sous aucun prétexte cette chose-là. Et alors, si cette chose-là est extrême et n'est sûrement pas la voie à suivre, comment est-ce qu'on pourra continuer à faire du témoignage? Comment toi, tu vois les choses? Alors, je pense qu'en ce qui concerne la lecture des noms, elle est quand même bien partie pour perdurer. Je ne sais pas combien de temps, mais elle perdure. Il n'y a pas de doute qu'elle a même pris de l'ampleur. Depuis une quinzaine d'années, Serge Klarsfeld a également décidé de marquer des anniversaires, c'est-à-dire que pour le 70e anniversaire des déportations, on a pendant 3 ans, donc de 1992, de 2002 à 2004, on a commémoré tous les pourvois au mémorial, c'est-à-dire chaque jour, au jour précis, à l'heure et au jour précis, à midi pile, on a lu les noms des convois. Et je me souviens qu'une des dernières fois, alors moi j'ai été pratiquement toujours présent, et c'est moi qui dis le Kaddish, une des dernières fois où on l'a fait, Serge a dit, bon, alors maintenant, on va marquer tous les 5 ans et pas tous les 10, parce que je ne vous garantis rien en ce qui concerne ma longévité. Et donc, on a fait effectivement le 75e anniversaire, et je pense qu'on fera de nouveau le 80e, c'est-à-dire, c'est sur 2 ans. Il faut comprendre qu'on a 76 convois qui se déroulent sur 2 ans, y compris en été, c'était en été qu'il y avait eu, en été 42, qui a eu le maximum de déportations. Ça, c'était. Donc, je pense qu'à la lecture des noms, sous quelque forme que ce soit,
soit Yom HaShoah, soit des anniversaires, je vois bien les gens qui assistent à cela, ce n'est pas seulement des survivants, c'est les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants maintenant, qui viennent rappeler le nom de leur arrière-grand-mère ou leur arrière-grand-père que bien sûr ils n'avaient aucune chance de connaître. Donc ça, c'est une des façons. Sinon, je crois beaucoup au travail des historiens. C'est eux qui inscrivent dans le marbre quand même cette terrible réalité. Et d'ailleurs, le travail de Klarsfeld a été aussi un travail d'historien. Il a écrit des dizaines et dizaines d'ouvrages qui font qu'on ne pourra plus dire on ne sait pas comment les choses se sont passées, ni pourquoi, ni comment. C'est inscrit. Donc le travail des historiens, j'y crois beaucoup. Et puis, alors malheureusement, il n'y aura plus de témoignages dans les écoles, etc., parce qu'il y a de moins en moins de survivants. On les compte sur les doigts de quelques mains, en tous les cas en France. Bon, alors comme le disait Élie Buzyn, justement, à une dame qui était venue l'interviewer, Sophie Naoum, je crois, et il lui a dit, ben, écoutez, maintenant, vous allez être les témoins des témoins. Nous, on n'est plus là, on ne sera plus là, voilà, comme Noah Artiliger, on ne sera plus là pour vous raconter en direct, mais vous serez les témoins et vous devez porter témoignage à votre tour. Il y a sûrement d'autres formes encore, bien sûr. Le fait que l'ONU ait décidé cette journée internationale, ça me paraît important. Avec tout le travail de pédagogie qui peut se faire autour dans différents pays, la filmographie, la littérature, mais bon, comme disait Noah Artiliger, j'ai été très sensible à ses paroles à la fin où il disait c'est pas un livre, là, je ne vous ai pas raconté quelque chose, c'est moi directement qui vous raconte ce que vous pourrez dire que vous l'avez entendu de ma bouche. Et je me souviens, moi, le nombre de fois où des anciens déportés étaient présents à Yom HaShoah et je leur demandais de bien vouloir parler avec les enfants, avec les miens d'enfants, entre autres, qui d'ailleurs demandaient à l'époque, ils étaient tout petits, hein, demandaient à avoir leur bras, leur numéro, et choses comme ça, etc. Bon, ça maintenant, c'est presque du domaine du passé, on peut le dire. Je pense qu'en France, enfin, je sais pas, il n'y a pas de chiffres, mais c'est vraiment, si les quelques survivants les plus nombreux, ça doit être en Israël, j'imagine. Mais en France, cette année a été une véritable hécatombe. Tous les jours, ou presque, on apprenait la mort d'un ancien déporté et on se disait, voilà une page d'histoire, enfin, qui se ferme. Et bon. Je ne sais pas, on ne peut pas maintenir. Et de toute façon, ce que l'on peut dire aux gens, je sais que quand on en discute, enfin moi, il m'est arrivé de discuter avec des Arméniens. J'habite une ville, enfin, ici les Moulineaux, il y a une très grosse communauté arménienne, et il y a donc une amitié judéo-arménienne. Et ils ont dit, ah, mais vous, alors les Juifs, vous êtes vraiment très très forts pour la mémoire. Je dis oui, on a décidé de centrer les choses, mais de la même façon que notre mémoire de notre passé biblique, nous la maintenons à travers nos fêtes, et bien voilà, on a institué aussi, c'est pas une fête, mais c'est une commémoration qui est le 27 Nissan de chaque année, et il est important qu'une liturgie accompagne d'ailleurs cette journée. Alors je ne sais pas où on en est. Moi, le sidour que j'ai écrit, j'ai fait un sidour lorsque j'étais encore au MJLF. Dans ce sidour, j'ai voulu absolument qu'il y ait un office de Yom HaShoah. Il est introduit, et dans l'anthologie, à la fin du sidour, il y a de très nombreux textes en français, il y a une partie d'anthologie qui est consacrée à la Shoah et aux écrivains de la Shoah. Et voilà, les différentes façons, les Juifs savent quand même comment transmettre la mémoire. En général, on n'est pas mauvais de ce côté-là. Alors d'abord, juste une petite information de la concurrence. Le mouvement m'a sorti il y a quelque chose comme 15 ans, a édité ce qui s'appelle la Megillat HaShoah. C'est un texte qui a été fait, qui existe dans plusieurs langues et qui est une manière justement de commémorer à la juive
c'est-à-dire en racontant comme on raconte la sortie d'Égypte ou comme on raconte dans la Megillah d'Esther ce qui s'est passé au moment de Pourim, de raconter sous cette forme-là, mais malheureusement dans quelque chose de beaucoup plus tragique, l'histoire, de manière liturgique, l'histoire de la Shoah. Jean-Charles, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des... Des questions, non, mais il y a une remarque dans la discussion, enfin dans le chat de Jean Pisanté qui cite Fackenheim, voie prescriptive d'Auschwitz, il faut convertir le récit en mitzvah comme Veigadata Levincha. C'est un petit peu ce que l'on vient de dire maintenant. Et Claude Malade, il faut aussi signaler le projet d'un autre ancien EI qui s'appelle Georges Meyer, qui s'appelle Convoi 77. Okay. Oui, Fackenheim parlait de la 614e mitzvah. Donc, il disait jusqu'à présent, le peuple juif avait 613 mitzvot. Dorénavant, il y en a une 614e qui est de survivre et de témoigner. Survivre et témoigner. Donc, je suis tout à fait mon ami Jean Pisanté dans cette remarque qu'il a faite sur Emil Fackenheim, qui a écrit ce merveilleux ouvrage, traduit en français, heureusement, autour de réflexions juives sur Auschwitz. Ok, je pense, merci beaucoup. On sait, comment dire, une première introduction sur la question du témoignage à partir de 2021 et pour les années futures. Et on aura peut-être l'occasion de nouveau de se rencontrer et donc d'aller plus loin, que ce soit avec les participants. Avec toi. Mon épouse, qui est dans la même salle que moi, me fait remarquer qu'il y a eu aussi la position de plaques de la mémoire sur toutes les écoles parisiennes sûrement et beaucoup d'écoles françaises, des plaques noires de mémoire. C'est la Mèche qui fait ça, l'Association pour la mémoire des enfants juifs. Et à chaque fois qu'on passe devant une école, on voit ces plaques noires disant ici, tant d'enfants ont été déportés parce qu'ils étaient juifs, etc. Parfois, il y a même les noms. C'est aussi une des manières. Bon, il y a également cette initiative qui est un peu contestée de Stoppelstein, les pavés de la contestation, les pavés de la mémoire. On essaye de trouver différentes formes pour que ces choses-là subsistent. Mais je crois encore que une fois qu'un livre comme le Mémorial de la déportation des enfants juifs de France, si certains d'entre vous ont eu la possibilité de le consulter avec tous ces milliers de photos et plus parlant que beaucoup de choses. Alors, il y a une question, Alain, qui est née entre-temps. Pendant que Sarah Funto ouvre son micro, je voudrais signaler ce que notre ami Frankie Hausser de Strasbourg a écrit. Il faut être très vigilant au discours négationniste. Ma mère s'est mise à parler encore plus quand se sont développés ces discours. Elle disait peut-être ils ont raison, c'est tellement incroyable ce que nous avons vécu, peut-être ça n'a jamais existé. 3 petits points, c'était son humour. Et il conclut en se taire est interdit, parler est impossible. Évidemment, Elie Wiesel. Sarah, tu avais une question. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Depuis plusieurs années, à la suite de Béatrice Boutris, j'ai repris avec Charles Tenenbaum en particulier les soirées de Yom HaShoah justement à Paris, où on travaille justement là-dessus, suit en même temps que la lecture des noms, sur des conférences ou autres formats pour justement essayer de passer encore du témoignage avec des témoins encore quand on y arrive. Et effectivement, je voulais appuyer sur ce point-là, sur comment, c'est exactement la question qu'on vient de se poser puisqu'on cherchait notre thème pour la conférence de cette année.
Et le thème qu'on avait envie d'aborder, justement parce qu'on a perdu aussi beaucoup de personnes suite à la pandémie, c'est quel mode de transmission et quelle allait être la transmission à partir de maintenant. À part les témoignages, on a l'avantage d'avoir des témoignages vidéo beaucoup, mais voilà, c'est une vraie question, et aussi pour la population des jeunes transmetteurs, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les animateurs des moments de jeunesse. Et je suis ouverte à toute idée qui pourrait être intéressante de mode de transmission autre que juste la vidéo, parce que c'est pas toujours évident de rester concentré sur des vidéos, de tirer une information d'une vidéo. Voilà. Donc, si vous avez des idées pertinentes par rapport à ça qui pourraient aider à la transmission des jeunes générations, pas spécifiquement aux enfants, mais à des gens qui vont être amenés eux-mêmes à transmettre, voilà, ouverte à proposition. Merci Sarah, qui est membre du comité de l'association des EI en Israël. Ok, je pense qu'on peut conclure la soirée. Jean-Charles? Oui, juste si tu avais peut-être, si tu voulais conclure, et je terminerai en parlant. Bon, d'abord, je conclue en remerciant vraiment beaucoup Daniel d'avoir accepté de participer à cette soirée. Remercier bien sûr tous les gens qui ont participé en regardant et en envoyant des messages, etc. Je ne sais pas s'il y a une conclusion, mais il y a une évidence, et je pense que ça a été vraiment souligné par toutes les interventions, qu'on est obligé, comment dire, d'avoir de l'imagination pour passer dans un monde qu'on n'a pas imaginé avant. On en a parlé, mais on n'a pas vraiment imaginé de cette absence des témoins. Et moi, je crois beaucoup, je ne sais pas si c'est faisable, mais à cette idée, on avait essayé un peu, d'ailleurs, un moment dans la marche des vivants, de faire que les gens prennent en charge, un petit peu comme dans le film, comment ça s'appelle, Fahrenheit 451, que les gens prenaient en charge un livre, que les gens prennent en charge comme ça une histoire qu'ils ont eux-mêmes entendue et qu'ils sont capables de retransmettre, avec si possible des documents, des choses qu'il est possible de toucher, et ça me paraît important. Merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais remercier aussi bien le rabbin Gabriel Fari que le rabbin Alain Michel. C'était, voilà. Gabriel, c'est mon fils. Ah, pardon, en plus, Moi, parce que c'est je Daniel. pensais à lui tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr. On s'est connus au CCVL. Donc, le rabbin Daniel Fari, qui est aussi rabbin, je crois, Gabriel. Donc, je ne me suis pas trompé de. Oui, oui. En tout cas, il a une communauté. Je ne me suis pas trompé de beaucoup. Je voudrais vous remercier tous les deux, remercier tous ceux qui ont écouté. Évidemment, toute conclusion fermant cette discussion me paraît impossible. Je crois que nous avons aujourd'hui un défi, parce que c'est vrai qu'il y a d'une part ceux qui ont directement vécu cela, ceux qui étaient des enfants et qui sont des, comme on l'a entendu tout à l'heure, des enfants cachés ou des anciens enfants cachés, mais il nous faut préparer aussi le temps d'après, c'est-à-dire où il n'y aura plus ni la deuxième et troisième génération. Et je crois que d'une part, nous avons la responsabilité effectivement et le devoir de cette transmission, ce travail plus de transmission, où il faut évidemment que les historiens nous montrent la voie, mais aussi les éducateurs, parce que je crois que c'est ce qui se passe autour de la table de Pessah, c'est-à-dire que la famille autour de la table devient éducatrice, et en racontant effectivement ce qui s'est passé dans cette période-là. Et je crois que c'est notre responsabilité collective. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté. Merci aux intervenants, et notre cycle continue, puisque la semaine prochaine, nous aurons un sujet tout à fait différent, biblique d'une certaine manière, mais j'espère en tout cas est moins grave que le sujet de ce soir, puisque nous aurons avec nous Lionel Ifra, qui a écrit il y a un peu plus d'un an maintenant un livre sur l'histoire américaine, une saga
biblique. C'est un livre qui est paru aux éditions Albin Michel. Nous devions faire une soirée en 2020. Vous comprenez la raison qui fait que nous avons dû reporter. Donc voilà, comme notre première session de ce programme Kaléidoscope était autour des États-Unis demain, après les élections qui viennent de se terminer, eh bien là, nous allons remonter un petit peu de l'histoire et comprendre le lien de ce pays avec la Bible. Merci beaucoup. Bonne soirée. Faites attention à vous. Sortez couverts et j'espère à très très bientôt. Merci.